Salut à tous, c'est un personnage iconique de la présentation sportive qui est dans Pressentiment aujourd'hui. Des surprises, des émotions, mais aussi beaucoup de football. C'est le Pressentiment d'Anne-Laure Bonnet. Top générique. Salut à tous, l'invitée d'aujourd'hui est une femme de conviction, réfléchie, qui pense beaucoup aux autres, peut-être à défaut de penser à elle, sauf quand elle parle à ses citronniers. Elle a aussi une vraie passion pour Ayrton Senna, pas uniquement parce qu'il était brésilien, mais parce que notre invité croyait lui aussi très fort en lui. Connu et reconnu autant par ses fitasses de Bahia que par son rire communicatif, c'est un bonheur et une fierté aujourd'hui d'avoir Anne-Laure Bonnet dans Pressentiment. Bonjour Anne-Laure. Bonjour, je suis émue par cette introduction, c'est trop gentil. Qu'est-ce que tu penses de ces mots? Est-ce que ça correspond assez à ce que tu es? C'est touchant, mais vraiment, ça ressemble quand même bien à moi. Surtout les citronniers, si je peux m'exprimer. Je continue à leur parler. Alors, comme tu es la première journaliste de cette saison 3, qui malheureusement n'a été peuplée que d'hommes, nous avons plusieurs surprises pour toi. Et la première est la présence d'un ultra fan qui voulait absolument saluer ta présence dans l'émission. Bien, je vais laisser la parole à l'ultra fan. Monsieur l'ultra fan, si vous êtes avec nous, c'est à vous. Alors, pardonnez ma franchise, mais je me dois d'être totalement honnête avec vous. La place d'une femme telle que vous n'est nulle autre part ailleurs que sur nos écrans. Je suis ultra fan, je m'explique. Alors vous êtes un ange, tombé directement du ciel dans notre poste de télé. Moi, qui à l'époque ne m'étais abonné à beIN que pour pouvoir suivre en direct mon club des Girondins de Bordeaux, je suis tombé sous le charme des championnats européens, des zones mixtes et des bords de pelouse de Ligue 1. Et ce n'était pas pour John Ferreira, qui garde cependant toute mon estime. Ne nous méprenons pas. Mademoiselle, en plus de votre classe naturelle, parlait plus de langues étrangères que je n'aurais jamais de mots dans mon vocabulaire: français, anglais, espagnol, allemand, portugais, italien et russe. Rien que ça. Vous dégagez une sincérité qui n'a d'égal que votre professionnalisme. Un naturel qui contraste avec la coupe de cheveux de Mbappé, les roulades de Neymar ou le boulard de Zlatan. Tout ça pour dire que vous gardez une place de choix dans le cœur des téléspectateurs. Et c'est tout à fait compréhensible. On vous aime alors. De mon côté, dans ma liste des choses à faire avant de mourir, j'ai programmé un flaflu au Maracana au cours des 50 prochaines années. Je ne sais pas ce que c'est le football, j'y connais pas grand-chose, mais je crois sincèrement que ça doit ressembler à ça. D'ailleurs, Anne-Laure, si vous voulez me servir de guide, je viens les yeux fermés. Moi qui ne sais dire en portugais que « comment faire pour appeler au Brésil ». Bon, je vous laisse. J'ai une autre déclaration d'amour à écrire à Omar Da Fonseca cette fois-ci, qui sera à votre place la semaine prochaine. Des fois qu'il ait envie de m'emmener voir un Boca River. À bientôt à Rio. Salut. Merci, monsieur l'ultra-fan. C'est un plaisir. Vous voulez me faire pleurer, en fait. Si seulement j'avais pu. Non, c'est gentil, mon Dieu. Ça fait beaucoup de mots gentils pour une seule personne, ça. Anne-Laure, on pourrait rajouter que tu parles maintenant un peu l'arabe, puisque tu prépares la Coupe du Monde au Qatar. Alors, c'est vraiment dur. Il me faut peut-être que là, je vais avoir du temps, donc je vais pouvoir m'y remettre. Mais je pense qu'il faut que je prenne des cours individuels, comme j'avais fait pour le russe, parce que toute seule dans mon coin, j'ai trop de problèmes de prononciation. Sinon, je demanderais à Asmaïl Bouabdella de m'aider, de me donner des cours. Alors, on y va pour le questionnaire, si tu veux bien, après cette introduction qui démontre le plaisir que l'on a de t'avoir dans cette émission. Est-ce que tu as un numéro de carte de presse? Est-ce que tu le connais par cœur? Et si oui, quel est-il? 9, 5, 6, 7, 8. D'accord. Il est facile. Tu as la carte toujours avec toi? Toujours dans mon portefeuille. Toujours, d'accord. Je vais te demander, puisque tu as eu le sourire tout à l'heure, est-ce que tu supportes un club de foot? Et si oui, lequel? Alors, mon club de cœur brésilien, c'est le Fluminense. D'ailleurs, si l'ultra fan veut venir,
Je lui rappelle juste le dernier Fla-Flou. En début d'année, ça a fait 2-1 pour Fluminense avec un but à la 93e minute. Ça, c'est un truc extraordinaire. Donc, c'est le Fluminense. C'est un petit club brésilien, un petit club de Rio. On n'a pas la grosseur, la grandeur de Flamengo, mais c'est un club que peut-être les supporters des Girondins de Bordeaux ont suivi un petit peu parce que moi, j'ai découvert ce club quand il était entraîné par Ricardo. J'ai le droit de le dire. Il y a quelques années, oui. Il y a plus d'une vingtaine d'années, tout va bien. et c'est un club très attachant. C'est un club, alors pas familial, pas à ce point-là, mais voilà, c'est mon club. Alors, on a une deuxième surprise pour toi, parce qu'on a un invité qui va essayer de te convaincre que Fluminense, ce n'est pas forcément la solution. On est en direct avec un astrophysicien qui est un professeur à l'université de São Paulo, qui est un chercheur mondialement connu et qui, comme tous les Brésiliens, est passionné de foot. Alors, nous sommes avec Rama Teixeira, qui est avec nous en direct, et qui va essayer de te convaincre que Fluminense n'est pas forcément la solution. Bonjour, Rama. Bom dia, olá, Ana Laura. Bom dia. É um prazer muito grande te conhecer, estar participando dessa emissão, desse programa. E claro que eu não vou te convencer do contrário. O Fluminense é uma bela equipe e também eu sei muito bem que depois dos 5, 6 anos de idade, ninguém mais muda de equipe, né? Mas eu gostaria, a minha curiosidade era saber por que você escolheu o Fluminense. Quer dizer, como é que foi essa decisão de ser torcedora do Fluminense? E também não vou tentar convencer ninguém, porque eu sei que a minha equipe, o Santos, em geral, é a segunda equipe de todos os torcedores que não são santistas. Alors, il faut que tu nous traduises, Anne-Laure, et que tu lui répondes aussi. Alors, ce monsieur est pour Santos, l'équipe, la mythique équipe de Pelé, de Robinho, de Neymar, voilà. Et il va évidemment pas essayer de me convaincre parce qu'il sait très bien qu'à partir d'un certain âge, on ne change plus de club de foot, mais il voulait savoir pourquoi Fluminense. Est-ce que je lui réponds en français ou en portugais? Ah non, d'abord à notre invité, je t'en prie, en portugais. Então, para mim, o Fluminense é uma família. Quando cheguei pela primeira vez no clube, nas Laranjeiras, eu era já jornalista, já muitos anos atrás, uns 20 anos, e eu fui fazer uma matéria com o Ricardo Gomes. Daí, o jeito que o clube me acolheu, parecia que estava chegando em casa. Ainda se jogava lá nas Laranjeiras, era lindo demais, tudo maravilhoso. E não sei, comecei a seguir o que eles estavam fazendo, comecei a seguir o clube, a história do clube. Minha melhor amiga, que é brasileira, ela é fluminense, o marido dela é fluminense, o filho dela é fluminense, o filho dela tem até tatuado no braço 1903, daí é família, né? E uns anos atrás eu fui fazer uma visita lá no Fluminense, gente, maravilhoso, um museu, é lindo demais. E eu gosto também do jeito do pessoal do Fluminense. Não é um clube enorme, não é um clube arrogante, um clube... Uhum. Eu gosto deles. Mas tudo bem com Santos, tá? Não tem problema. Fui fazer várias matérias. Quando eu estava no Brasil, eu fiz várias matérias lá na Vila Belmiro, mas eu sou tricolor. Bon, alors tu nous dis en français aussi quand même. Alors, je sais pas que tu parles français, hein, mais c'est bien que Anne-Laure nous dise en fait. Qu'est-ce que tu as dit alors, Anne-Laure? Tu as répondu. J'ai expliqué que la première fois que je suis allée faire un vrai sujet sur un club brésilien, j'étais toute jeune journaliste et Ricardo était donc l'entraîneur de Fluminense. Et quand je suis arrivée, bon, déjà je suis arrivée la petite française qui arrive dans ce club de Rio, qui n'est pas un club, c'est pas le gros Flamengo. Et l'endroit où il s'entraînait, c'est un tout petit stade, c'est le lieu historique du club. Et c'était encore, je sais pas comment genre, comme le vieux stade de Colombe en France.
C'était chaleureux et puis c'est un vrai club où il y a toutes les sections sportives. Il y a de la natation, on peut y aller jouer au tennis. Le mari de ma meilleure amie joue au tennis. Enfin, c'est le club attachant par excellence. J'ai quand même dit à ce monsieur que Santos, c'est quand même un club attachant. Moi, j'y ai couvert le premier titre de champion brésilien depuis l'époque Pelé, c'était avec Robinho et Neymar. Mais là encore, c'est les moins de 20 ans, ils ne peuvent pas s'en souvenir. Merci beaucoup, Rama. Je rappelle encore une fois que tu es un peu le Neymar des étoiles, puisque tu fais des recherches sur le soleil et les étoiles. Et puis, je voudrais juste dire à Anne-Laure, puisque pour fermer cette parenthèse brésilienne, tu seras probablement d'accord avec moi, Rama, qu'il vaut mieux aller à Barra qu'à Ipanema, parce que c'est bien plus joli avec la photo avec la forêt de Tijuca derrière. Hein, mais ça, c'est un avis personnel. On t'embrasse, Rama. J'espère à très vite au Brésil. Ciao. Ça me Au revoir. Ciao. Bisous. Salut. Salut. Bon. Ah, j'adore. Ça t'a fait plaisir un peu de parler. Ça m'a fait plaisir. Bon. Et puis c'est vrai, Ipanema, c'est joli, mais quand même Barra, c'est. Hein. Alors. Non, mais on parle de foot, là. Justement, une petite digression. Il y a du football. Quand Fred, qui a évolué à Lyon, est venu jouer à Fluminense, il n'a pas fait comme 99,9% de ses coéquipiers. Il n'est pas allé s'installer à Barra. Parce que toutes les stars sont là-bas, on est d'accord. Ouais. Et il s'est installé à Ipanema parce que c'est un quartier un peu plus, je sais pas, c'est un peu plus élégant. C'est moins, ça ressemble moins aux États-Unis. Et voilà. Donc Fred Fluminense est allé s'installer à Ipanema. Et tu préfères le sable de Barra, non, quand même? Il est plus beau. On ne peut pas m'obliger à dire quelque chose que je ne veux pas dire. D'accord, allez, on enchaîne. Pardon, tu as raison, c'est une négression, mais agréable. Et aller faire un tour au Brésil, aller voir des matchs là-bas, c'est juste extraordinaire. On va parler de ton métier de journaliste, pas de ta période de pigiste, puisqu'on sait que tu as travaillé notamment à l'équipe. Donc, tu as commencé par la presse écrite. On pourrait évoquer ce que tu as fait en Italie notamment. Et là, ça montre tout le courage qui est le tien de partir travailler en Italie et d'être toute seule face à un public, d'abord avec la Formule 1, après effectivement avec le football, puisque tu as fait 1 an et puis 3 ans, enfin tu as passé donc 4 ans là-bas. Mais quel est donc ton premier souvenir de journaliste? Ton premier où tu as été émancipé, où tu t'es retrouvé face à une caméra, quel est-il et quel souvenir tu en as? Alors, c'était avant l'Italie. C'était pas en français, j'ai pas commencé à travailler à la télévision en français, j'ai commencé en anglais. C'était pour une boîte de production qui suivait des courses automobiles, ça s'appelait du GT, et c'était à Zhuhai en Chine. Voilà. On pourrait faire simple. Eh ben non, moi j'ai décidé de faire compliqué. C'était un championnat que j'allais présenter, que j'ai présenté pendant toute la saison. Donc il s'agissait de présenter avant la course, pendant la course, aller faire les interviews des pilotes qui abandonnaient. Et voilà, c'était une présentation complète en anglais. C'était ma première expérience. Et encore une fois, comme je ne fais pas les choses simples, il faudrait peut-être que j'apprenne à faire les choses plus simples. Ma première télé en français, c'était avec Denis Brognard sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne 2008. Quand tu parles de Denis Brognard, est-ce que tu considères que c'est ton mentor, que c'est quelqu'un qui t'a aidé à progresser dans ce métier? Alors, il a été extraordinaire parce que si je peux donner un conseil, c'est pas une très bonne idée de commencer la télévision par un direct sur TF1 parce qu'il y a peut-être des étapes que j'aurais dû faire en français que j'ai pas faites. Mais bon, maintenant c'est trop tard, hein, je peux revenir en arrière. Et Denis Brognard, il m'a appris 2-3 petites choses. Il était toujours très bon en conseil, très à l'écoute. Il m'a appris de ne jamais, en cas d'accident, donner l'état de santé de quelqu'un sans avoir la certitude de cet état de santé ou alors sans citer la source. Et c'est quelque chose qui m'a servi même dans le football, malheureusement. Et il m'a fait travailler exactement à Dortmund. Et il m'a fait travailler sur la concentration.
Donc, pour moi, ça reste quelqu'un qui aura été très important dans le début de ma carrière et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, Aymeric Bensa, qui réalise cette émission, va nous proposer une autre surprise, puisque il y a quelques heures à peine, on a eu la chance d'avoir Denis Brognard avec nous. Nous parler de toi, c'est une nouvelle surprise pour toi. Regarde. Nous sommes donc, oui, regarde un peu Anne-Laure, nous sommes avec Denis Brognard, c'est ta première surprise. Bonjour Denis, merci de passer quelques instants avec nous. C'est un plaisir d'être avec toi et d'être avec Anne-Laure. Alors, je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Et franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai à la fois de l'admiration et du respect. Alors justement, Denis, première question par rapport à Anne-Laure. On sait qu'elle est, elle est reconnaissante de votre collaboration et des conseils que tu lui as donnés. Quel regard tu avais sur la professionnelle quand elle a débarqué, quand elle a commencé à travailler avec toi? Déjà, elle m'a impressionné parce qu'elle sait faire des choses que je ne sais absolument pas faire, c'est-à-dire parler plusieurs langues étrangères à la perfection. Et puis, c'est une passionnée. Anne-Laure, quand elle est arrivée sur la Formule 1, elle a cette capacité à bien comprendre le milieu dans lequel elle va évoluer, à se comporter un peu comme un buvard avec les interlocuteurs, que ce soit les pilotes, que ce soit les patrons d'écurie, que ce soit les gens un peu moins dans la lumière, mais qu'il est important de connaître. Et puis, c'est une grosse bosseuse. Et puis, encore une fois, et pour moi, c'est la base de notre métier, c'est une passionnée. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais blasée, elle n'est jamais fatiguée, elle a toujours envie d'aller de l'avant, elle a toujours envie de faire plus, elle a toujours envie de donner aux téléspectateurs pour son argent. C'est-à-dire qu'elle a envie, finalement, de lui passer son badge qui lui permet d'aller un peu partout, avec des yeux à la fois de professionnels, mais des yeux aussi de supportrices de temps en temps, des yeux de passionnés. Encore une fois, c'est vraiment le terme, le qualificatif qui lui convient le mieux. Aujourd'hui, quand tu vois le parcours qu'est le sien, d'abord, un, est-ce qu'il te surprend? Et deux, est-ce que tu pourrais encore lui donner des conseils et quels seraient-ils? Alors déjà, il ne me surprend pas du tout. Ce qui m'avait surpris à l'époque, quand elle avait quitté la Formule 1 et TF1, elle était partie en Italie pour travailler donc dans une langue étrangère, avec d'autres codes forcément. Et j'avais trouvé que c'était sacrément culotté de faire ça. Et puis ensuite, elle est arrivée à Bein, où elle s'est régalée. Parce que, encore une fois, on parle de parité, on parle de mixité, de donner plus de place aux femmes dans notre métier de journaliste de sport. J'insiste, hein, tu parles de journalistes sportifs. Il y a peu de journalistes sportifs. Il y a beaucoup de journalistes de sport. Il y en a quelques-uns qui font du sport. C'est pour ça que moi, j'insiste sur la différenciation entre journalistes de sport et journalistes sportifs. Mais en tout cas, Anne-Laure, elle est passionnée. Elle est compétente techniquement en matière de télé, pour présenter, pour interviewer, pour faire des sujets. Et elle est compétente dans tous les sports qu'elle embrasse, dans tous les sports qui sont dans son escarcelle. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est d'une très grande crédibilité. C'est pour ça que sa progression et son parcours ne m'étonnent absolument pas. Et j'ai suivi ça, encore une fois, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de sympathie et d'amitié. Parce que même si on ne se voit pas souvent, c'est vrai qu'il y a un grand respect entre nous. Et moi, j'aime les gens comme elle, les gens qui vont de l'avant, les gens qui sont prêts à beaucoup de sacrifices pour progresser dans ce métier. Vous savez, en France, et je parle à vous deux là, l'ambition, c'est parfois un gros mot. Eh bien, Anne-Laure, elle est ambitieuse. Mais pour moi, ce n'est pas un gros mot, c'est une qualité extraordinaire. Encore plus dans notre métier, encore plus quand on est une femme. Et franchement, des femmes à son niveau en termes de journalistes de sport en France, il n'y en a pas tant que ça. Alors maintenant, c'est sûr, elle a fait le choix de partir à Téléfoot avec Mediapro, mais j'aurais fait le même. C'est-à-dire qu'on lui propose de présenter une émission, on lui propose de gagner 1 ou 2 steps encore, de progresser. Elle y va, encore une fois, avec passion. Et je suis persuadé qu'une fois que tout ça va s'arrêter, parce que malheureusement ça va s'arrêter, elle retrouvera une vraie place dans une belle rédaction, parce que, encore une fois, c'est un personnage rare, c'est une personnalité rare dans notre métier, par ses compétences, par sa passion, encore une fois, mais aussi par son approche, par son sens de la camaraderie et quelque chose qu'on a en commun, c'est-à-dire aussi la capacité à reconnaître
ce que les uns ou les autres ont fait pour soi. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai des Pygmalions, j'ai des gens qui m'ont aidé, un Eugène Sacomano, un Thierry Roland, un Xavier Couture, un Patrick Poivre d'Arvor, un Étienne Moujotte, etc., etc. Des grands noms de notre métier qui, à un moment ou à un autre, se sont retrouvés sur ma route et m'ont donné des conseils, m'ont aidé, m'ont mis le pied à l'étrier. Et Anne-Laure, je sais qu'elle fonctionne aussi comme ça. Donc, je suis persuadé qu'elle va voilà, continuer à s'épanouir et je l'espère oublier très très vite cette aventure qui est devenue une mésaventure Mediapro, pas de son fait, pas du fait des journalistes, parce qu'encore une fois, elles, comme les autres, fournissent un travail remarquable, mais parce qu'il y a un côté très inconséquent, pour ne pas dire malhonnête, de leur patron chez Mediapro. Donc, Anne-Laure, je voulais encore une fois te témoigner de toute ma sympathie et te dire que, voilà, ne change rien, continue comme ça, continue à avoir les yeux qui brillent, c'est ça qui est formidable. Denis, juste avant de te laisser et avant de te remercier encore une fois, puisque je précise que je t'ai sollicité, tu m'as dit oui instantanément, et je sais qu'on aura le plaisir de te retrouver dans une autre émission de rugby, mais ça, ce sera pour plus tard. Une dernière. Si tu avais une question, toi, à poser, puisque en tant que journaliste, c'est aussi ton métier, si tu avais une question à Anne-Laure, à laquelle elle pourrait nous répondre maintenant, quelle serait-elle? Anne-Laure, je parle anglais à peu près correctement, mais c'est la seule langue étrangère que je parle. J'ai fait de l'espagnol, je baragouine 3 mots, mais je suis nul. J'ai sans doute pas l'oreille suffisamment aiguisée pour parler correctement les langues étrangères. Quel conseil tu pourrais me donner, toi, pour être de plus en plus performant? Parce que je voudrais peut-être faire part de ces conseils à mes enfants derrière, parce que c'est la base quand même de parler plusieurs langues étrangères. Et dans ce domaine-là, comme dans plein d'autres, tu m'impressionnes. Donc, donne-moi 1 ou 2 conseils, 1 ou 2 clés, et je suis persuadé que ça me permettra d'être encore plus à l'aise en anglais. Et puis, allez, me remettre à l'espagnol, mais j'ai presque un complexe quand je parle mes 4 mots d'espagnol. Denis Brognard, merci beaucoup vraiment d'être passé dans l'émission Pressentiment. On a dû enregistrer parce qu'on sait que tu es aux 4 coins de la planète tout le temps. Mais merci d'avoir pris ce moment pour Anne-Laure. On va continuer avec elle cet échange. Merci et à très bientôt. Merci à vous deux. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Et Anne-Laure, dès qu'on le peut, on partage un déj ou un dîner avec grand plaisir. Je vous embrasse. Salut. Merci Denis. Mais j'ai plus les mots là. C'est ultra touchant. Mais oh, comme c'est gentil, toutes ces surprises. Bon, Denis, c'est voilà, enfin, la personne que vous voyez, c'est ce qu'il est. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui, moi, m'a tendu la main et à des moments où c'était pas difficile. C'était plus que difficile parce que c'était mes débuts et j'avais besoin de conseils de quelqu'un qui était déjà ultra reconnu pour ses qualités journalistiques, ses qualités de présentateur. Donc, c'est très touchant. On a échangé plein de bons moments. Et voilà, c'est quelqu'un, il a raison. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de croiser des gens importants en France, en Italie, en Angleterre aussi. Et c'est vrai que Denis, c'est une étape importante dans ma vie. Quant aux langues étrangères, un conseil. Maintenant, tout le monde regarde des séries. Donc, il faut regarder la série dans la langue avec le sous-titre dans la langue. Pas le sous-titre en français, le sous-titre dans la langue. Et sinon, écouter de la musique. Voilà, c'est les seuls conseils que je peux donner. Le reste, c'est secret. Non, je rigole, j'ai pas d'autres secrets. Bon, c'était chouette de te voir comme ça avec justement de l'émotion, parce que c'est aussi pour ça qu'on était content de t'avoir. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, je veux d'abord remercier chaleureusement cet homme de télévision qui a accepté tout de suite quand je l'ai contacté parce que c'était toi. Et puis aussi remercier très fort Emric qui fait la réalisation de cette émission, Emric Emensa qui fait un boulot de fou et qui le fait avec talent. On continue le pressentiment d'Anne-Laure Bonnet. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. On va y aller doucement sur les surprises. On a été au bout. On est au tout bout. À moins que, mais on verra. Est-ce que tu as le souvenir de ta plus grosse bourde à l'antenne? Oui. C'était sur un match de foot. C'était à Nice. Et je rigole parce que j'ai honte. Et alors, je sais pas je sais pas où j'étais. Je sais pas ce que je faisais. Et il y a un changement.
et je regarde le numéro sur le panneau et je me le note, sauf que je me le note du mauvais côté de l'équipe parce que sur la fiche de match, il y a les 2 équipes en face. Et c'est un joueur de Nice qui sort et je donne le nom du joueur de l'autre équipe et c'était Julien Brun qui était au commentaire et il me dit non, je crois pas. Et la cruche, moi, je dis si, je suis sûre. Et après, je relève la tête et je vois le joueur qui sort. Mais c'était horrible. Je voulais rentrer sous terre. Je me suis, je pense, confondue en excuses. Voilà, ça, c'était la grosse bourde. Et la grosse bourde dont j'ai profondément honte. Mais je le dis en rigolant parce que c'est bon. Oui, c'est pas non plus. On fait tous des bêtises. Ouais. Et la dernière en date, c'était sur le plateau du Vrai Max sur Téléfoot où je dis sur les antennes de BeIN-Sport. Mais ça, c'est une classique. J'y ai passé 7 ans à Bein. Je ne vais pas les oublier comme ça. Ils sont dans mon cœur. Mais bon, voilà, c'est des bourdes qui sont rigolotes. Je pense avoir fait de mal à personne. Dit de mal, non. Ça, je ne crois pas. Dis-toi juste que pour les changements de joueurs, dans ma profession, que ce soit mes homologues ou moi, ça nous arrive aussi parfois de nous tromper. C'est pas rédhibitoire. Est-ce qu'il y a un événement sportif que tu as vécu qui a généré chez toi une émotion que tu n'as pas su maîtriser? Alors, je ne veux pas parler du mauvais moment que tu as pu vivre à Dortmund avec l'attentat. On sait que ce n'était pas un moment facile, mais pour personne, et encore moins probablement pour toi qui étais au fait de l'actualité. Mais en dehors de celui-ci, une émotion qui, parce que c'était beau, a généré des larmes ou des frissons, quelque chose que je parle que tu as vécu, on est bien d'accord, donc où tu étais dans une configuration soit professionnelle ou en tant que spectateur, mais qui t'a transporté. Pendant l'Euro, alors ça va être très bizarre, hein. Pendant l'Euro, je suivais l'Italie. Ouais, évidemment, c'était sur beIN-Sport. Évidemment, c'était après mon passage en Italie. Donc, les liens que j'ai avec l'Italie sont indéfectibles. Encore une fois, c'est un pays qui m'a donné ma chance quand je suis partie de France. Enfin, voilà, mes liens avec l'Italie, ils sont profonds, sincères et je pense éternels. Et il y avait Italie-Espagne. Et je ne sais pas pourquoi ce match représentait quelque chose de plus que les autres. Et à la fin du match, il y avait de l'émotion partout. J'ai failli prendre Antonio Conte dans mes bras parce qu'à l'époque, on avait le droit de prendre les gens dans les bras. Et bon, pas Antonio Conte quand même parce que c'était l'entraîneur des Italiens, donc je n'étais pas censée le faire. Mais il y avait eu tellement de tension et puis on s'était tellement titillé en interne, notamment avec John Ferreira dont tu parlais tout à l'heure, que voilà, c'était un beau moment. Après, dans les moments tristes et j'ai pas pleuré sur le moment parce qu'on travaillait, mais le 7-1 à Belo Horizonte, Allemagne-Brésil, c'était... Ouais. Ah, c'était horrible. Et on se regardait tous dans le stade et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je me disais, mais les petits Brésiliens, ils vont être tout tristes. Et voilà, ils étaient tout tristes, effectivement. Dernière question de cette première partie, Anne-Laure. D'ailleurs, on peut t'appeler Anne parfois, on t'appelle Anne ou Anne-Laure tout le temps? Alors, mon prénom, c'est Anne-Laure, mais au Brésil, c'est tellement compliqué à dire que les Brésiliens souvent m'appellent Anne. T'as un deuxième prénom? Anne-Laure Florence. D'accord, ouais, je préfère Anne-Laure. Est-ce qu'il y a un sportif, pas forcément dans le foot, hein, puisque tu as fait la Formule 1, on en a parlé, on sait ta passion pour Ayrton Senna, je l'ai aussi évoqué, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sportif qui te ferait faire des kilomètres pour aller le voir et qui ferait que tu serais, puisqu'on évoquait tout à l'heure ton courage de franchir les étapes et puis de ne pas avoir peur, on sait, on t'a 20 fois posé la question de la relation que tu avais avec les grands champions comme Zizou, avec lequel maintenant j'allais dire, tu as... c'est plus facile puisqu'il y a une forme de récurrence. Mais est-ce qu'il y a un sportif qui te ferait faire des kilomètres sur lequel tu aurais une forme d'attitude un peu gênée, d'être dans la retenue, voire d'être impressionné? Alors, il y a toujours un homme, et ça dure depuis, là, pareil, une petite vingtaine d'années, et je pense que ça va durer très longtemps. Je me sens toujours une petite fille qui ne sait rien devant Arsène Wenger. C'est un mystère mystérieux, mais c'est... Parce qu'il était grand, tu avais dit parce qu'il était grand, c'est ça?
Mais non, il est surtout très impressionnant. Enfin, il dégage quelque chose. Et puis, pour moi, il est tellement... il représente tellement de facettes du football que j'aime. Il a la passion, il a l'intelligence plus posée, sans passion. Et puis, il a une vision globale aussi du football. Donc, c'est quelqu'un qui est... que je suis toujours... je me sens toujours un peu émue, un peu pas à la hauteur quand je suis face à lui. Et puis... parler avec Pelé, c'est toujours... voilà. Parce que j'ai envie de dire, parce que c'est Pelé, parce que c'est l'histoire aussi. J'ai l'impression de parler à un livre de football. C'est-à-dire qu'un livre d'histoire du football. Et c'est voilà, c'est des personnages comme ça. Après, dans les plus jeunes, j'aimerais beaucoup m'asseoir pour une longue interview. Alors peut-être plus un petit déjeuner qui dure toute la matinée avec Marcus Rashford. Parce que j'ai vraiment envie de rencontrer ce jeune homme. À cause de ce qu'il dégage, de ce qu'il a fait pendant la période du confinement. Mais de ce qu'il fait, de son engagement. Oui. Et surtout cette capacité dans un sport où tout va très vite, où on est les rois du marketing, où comment lui, il reste attaché à quelque chose qui doit lui prendre beaucoup de temps et qui est pourtant capital et auquel on devrait tous penser, c'est que les enfants aillent à l'école en ayant mangé un petit peu. Et je trouve ça très touchant ce qu'il fait. Après, sans doute que j'ai la chance de pouvoir voir Kylian Mbappé un peu plus souvent, donc je vois et je sais ce qu'il fait lui aussi. Mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et alors, Denis Brognard le disait, moi je suis attachée aux athlètes. J'ai beaucoup d'admiration parce qu'il faut tellement de sacrifices pour arriver au meilleur niveau. Des joueurs de foot, vous allez me dire, il y en a 23 par équipe. Non, 23 sur le monde entier. Oui, il y a beaucoup d'équipes, mais déjà arriver en Ligue 1, arriver au plus haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices. Alors, arriver pilote de Formule 1, j'en parle même pas. Tout ça, c'est des choses qui sont... je suis toujours fascinée en me disant, ça a été quoi l'enfance? Ça a été quoi la jeunesse? Marcus Rashford, il est tout jeune. La jeunesse, l'enfance qu'il a dû avoir, ça devait être ultra compliqué. Kylian Mbappé, c'est pareil. Est-ce qu'il a vraiment eu une jeunesse? À 18 ans, il était déjà au Paris Saint-Germain. Après, c'est des gens qui donnent leur vie pour le foot. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont nous répondre oui, mais de toute façon, il gagne plein d'argent. Mais on rachète pas sa jeunesse. On peut être ultra riche, les 17 ans à faire des fêtes, à faire n'importe quoi. Ah, là, je parle de quelque chose que je connais. Mais c'est des choses qu'on rachète pas, qui reviennent pas. Et que ces gens-là réussissent à en faire du bien. J'ai eu la chance, j'ai un autre registre, de recevoir Andy Delors sur le plateau du Vrai Mag. Et c'est vrai qu'on a une image de quelqu'un qui est bagarreur, de quelqu'un qui a un fort caractère, mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'est sorti de la panade. C'est-à-dire qu'il était quand même, de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'il est très pudique, ça a été difficile son enfance, sa jeunesse, et donc il s'en est sorti. Et je suis fascinée par ces gens qui ont cette force à l'intérieur. C'est dur, mais on avance. Et c'est pour ça que j'aime les athlètes. Pour parachever ce que tu disais sur Marcus Rashford, il y avait un article dans France Foot ou dans l'équipe sur la relation avec sa maman, où justement elle était vraiment en difficulté et qu'il a toujours été présent, et que peut-être que ce lien, cette symbiose, lui a permis de comprendre que ces émotions que ça générait, il avait envie de les multiplier auprès de ceux qui étaient dans le besoin. Rashford, là pour redétendre l'atmosphère, qui joue bien sûr dans un club à côté du grand club qui est Liverpool. Je savais que tu allais dire ça. On a le bonheur, mais le bonheur absolu d'avoir Anne-Laure Bonnet avec nous. On va respirer, on va la retrouver dans la deuxième partie de son pressentiment. À tout de suite. Deuxième partie de pressentiment avec Anne-Laure Bonnet. Je ne vous cache pas qu'entre ces deux passages, on a parlé à bâton rompu de football, de sport. Cette femme est passionnante. Deuxième partie avec Anne-Laure Bonnet. C'est quoi ce... Fais ta pire grimace pour voir, Anne-Laure.
Ah ouais, non, c'est pas ton truc, les grimaces. Anne-Laure, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Et est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Alors oui, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter et Instagram. J'ai pas Facebook. C'est moi qui m'en occupe parce que bah, c'est moi en fait. D'accord. Ok, elle est nulle comme réponse, mais c'est pas mieux. Hein. Non, mais ça veut dire que c'est toi qui, donc, tu retweeteras cette émission lorsqu'elle sera diffusée, bien évidemment. Oui, chef. On peut compter sur toi. Est-ce que ton répondeur téléphonique est personnalisé? Non. Par choix? Je suis pas une meuf funky, moi. Alors, il l'a été à une période quand je travaillais en Italie ou quand je travaillais beaucoup avec l'Angleterre. Il était en français et en anglais. Et au bout d'un moment, les gens m'ont dit arrête de te la raconter à faire ton répondeur comme ça. Et donc, j'ai mis la voix de la machine qui dit bonjour, vous êtes bien au 06, machin. Donc, voilà. Ben non, il n'est pas personnalisé. Au 06 combien après, c'est quoi? Machin. T'as une musique personnalisée sur ton téléphone? Alors, il y a certaines musiques. J'avais mis la musique du parrain. Et en fait, c'est pas une bonne idée parce que quand ça sonne, il y a tout le monde qui regarde d'un air de dire qu'est-ce que c'est que ça. Donc, non, ben, maintenant, j'ai mis la musique, la sonnerie classique. Enfin, une sonnerie classique. Mais il sonne pas beaucoup mon téléphone parce qu'il est toujours sur vibreur. Donc, mais je précise, pour ceux qui nous regardent, que tu réponds toujours, que moi j'ai eu... Parfois, je mets du temps. Ouais, en même temps, moi je t'ai harcelé, donc à force, ça t'a saoulé, tu m'as répondu. On va reparler de sport précisément. Est-ce que il y a... Alors écoute bien la question. Est-ce qu'il y a un stade qui t'a impressionné, mais par son architecture? Je parle, donc on est bien d'accord, on enlève le public, parce que je sais qu'à un moment donné, tu vas me parler du Signal Iduna Park, et tu vas me parler de la Coupe du Monde, et du Brésil, et blablabla. Donc ça sera après. Mais je vais te demander, dans l'architecture, quel stade t'a impressionné? Alors, si je faisais juste la fan de Fluminense, je te dirais le stade Laranjeiras à Rio. Mais non, je ne vais pas faire que ça. Non, ça serait injuste. C'est une catastrophe. Le stade qui est maintenant le stade du Zénith, qui a été fait à Saint-Pétersbourg pour la Coupe du Monde en Russie. C'est une soucoupe volante. C'est un extraordinairement beau, ce stade. Vraiment, c'est un stade magnifique. J'ai bien aimé. En fait, j'aime bien ces stades modernes. Oui, parce qu'ils sont impressionnants. Le Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético aussi. Et je pourrais très bien dire Anfield pour te faire plaisir, mais en termes d'architecture, c'est pas le stade qui m'a le plus impressionné. Alors, on va parler d'ambiance maintenant. En dehors des matchs de la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, avec donc le Brésil que tu suivais avec attention, et qui n'a donc pas gagné la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire quelle est la meilleure ambiance que tu aies connue? Alors, pour ceux qui te connaissent, on sait que tu peux parler des stades en France quand il y a les ultras, et je peux souscrire à cette idée-là, mais si on devait sortir de ces stades-là qui sont pour toi une évidence, parce que probablement tu les vis au quotidien, même si là on vit une période très difficile, est-ce qu'il y a un stade où tu t'es fait waouh, quoi? Tu vois, un truc vraiment qui t'a pris aux tripes? Alors, il y en a deux. J'en ai souvent parlé du Signal Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund, et le Juventus Stadium, le stade de la Juve, parce qu'en fait, ils l'ont construit, pour une fois avec humilité, ils l'ont construit pas trop grand. Il fait 48 000 places en fonction des configurations. Et il est, 46 000 places à taille humaine, je sais, ça peut être impressionnant, mais il est toujours plein. Il y a une ambiance extraordinaire. Et la façon dont il est construit, ça résonne. Et des matchs de Ligue des Champions ou un beau derby, c'est vraiment, vraiment un beau stade. Après, je ne vais pas dire que c'est parfait. Il n'est pas facile d'accès. Il faut faire des kilomètres dans ce stade. Je n'ai toujours pas compris dans quel sens il fallait tourner. Enfin bon. Mais sinon, il est magnifique en termes d'ambiance. C'est génial.
Tu parles de l'Italie. Certaines de tes collègues, je pense notamment à Karine Galli, évoquaient San Siro, et je parle de ce stade avant que malheureusement il ne soit détruit. Est-ce que tu as été bord de pelouse aussi à San Siro? Est-ce qu'effectivement c'est vertigineux par sa grandeur et par le fait que ce soit raide au niveau des tribunes? Alors, ça c'est impressionnant, la façon dont les tribunes sont construites. J'ai fait du bord terrain quand j'étais à Sky, quand j'étais en Italie. J'en ai fait pour beIN aussi, quand on allait faire des matchs en Italie. J'ai fait la finale de la Ligue des Champions entre le Real et l'Atlético. C'était à San Siro. Et c'est vrai qu'il y a le côté abrupt des tribunes est impressionnant, mais il est large. C'est un stade large. Donc, je trouve que ça s'envole un petit peu parfois l'ambiance. Et j'aime bien les stades qui sont un peu refermés, où on se sent presque étouffé. Alors, ça ne doit pas être agréable quand on est adversaire. Mais non, après, San Siro, pour moi, j'habitais à Milan. Donc, c'était le stade de ma ville à l'époque. Mais Milan restera ma ville. Et je voudrais juste souligner, je dis San Siro et pas Giuseppe Meazza, parce que Giuseppe Meazza, ce sont les supporters de l'Inter qui l'appellent comme ça. Qui est, il faut le rappeler, le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter. Voilà pourquoi ce stade porte ce nom. Il nous reste 2 questions, Anne-Laure. La première, on sait que tu parles donc 6 langues et demie maintenant, tu es polyglotte, mais que tu as ton cœur français et tu le revendiques, et je trouve que c'est extrêmement joli. C'est une question par rapport à ça. Quand la Marseillaise retentit, notamment dans les matchs internationaux auxquels tu as pu assister, j'évoque la Coupe du Monde, même si peut-être qu'en Russie, tu n'as pas vu beaucoup de matchs de l'équipe de France, mais ça, tu vas nous le dire. Quelle est ton attitude pendant la Marseillaise? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu arrives à déconnecter de l'événement pour te concentrer sur ce moment musical fort? Ou est-ce que parce que tu es une professionnelle, tu es aussi accaparée par autre chose? Non, pour moi, le moment des hymnes, c'est un moment très, très particulier. Alors, c'est sans doute lié à une éducation, une façon de voir les choses, mais je suis très attachée à la Marseillaise. Quand il y a la Marseillaise, je me lève. Bon, ça me paraît, j'allais dire, la moindre des choses. Et surtout, j'essaie de ne rien faire d'autre. En Coupe du Monde, je n'ai pas vu jouer la France en Russie parce que c'était quasiment toujours concomitant avec le Brésil. Et une fois que le Brésil a été éliminé, salut. Mais d'ailleurs, le Brésil n'aurait jamais dû être éliminé, mais on ne va pas en parler maintenant. Les moments des hymnes, et puis après, moi, j'ai fait beaucoup de matchs du Brésil, donc j'ai aussi du respect pour l'hymne brésilien, qui est un peu plus chantant, dansant et un peu moins guerrier que la Marseillaise. Mais la Marseillaise, j'ai toujours la chair de poule quand il y a la Marseillaise. Je sais pas, c'est mon équipe nationale, c'est mon pays. On est champion du monde, non? Tu as raison, au moins pendant encore quelques mois. Il reste donc une question, celle-ci généralement fait pas polémique, mais elle permet aux journalistes ou aux consultants que nous avons dans le pressentiment de s'exprimer sur la longueur. Tu peux t'exprimer avec le temps que tu veux. Anne-Laure, ton avis, s'il te plaît, sur l'assistance vidéo. Alors, je vais essayer je remets toutes mes idées en place. J'avais un a priori positif parce que je me disais qu'il y a certaines situations qui allaient être réglées. Et puis, mon avis positif commence à s'étioler et je commence à me demander un petit peu si on l'utilise vraiment bien, si elle ne participe pas de la polémique et d'une polémique qui est malsaine. Avant, quand il y avait une polémique d'arbitrage, on pouvait avoir le doute, on avait le doute et il y avait toujours des critiques sur l'arbitre, mais ça pouvait être une faute d'arbitrage, ça arrive. Maintenant, quand il y a une polémique avec la VAR, quand on voit le geste, parfois on se dit ils sont 3 dans le quart, il y a un arbitre de champ, et donc je trouve que ça crée encore plus de polémique et encore plus d'inimitié. Et ça enlève encore plus du respect de l'arbitre. Et puis, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré quand j'étais une pro VAR, mais ça, c'était avant. C'est qu'il y a un arbitre. Enfin, ils sont 4, mais il y a un arbitre de champ. Et c'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit être le chef d'orchestre du match. C'est lui qui doit
il prend une décision. Il se trompe, c'est un être humain, mais il prend la décision. Et en lui mettant 50 000 vidéos, en lui mettant et des gens dans l'oreillette qui lui disent « Non, mais là, tu devrais aller regarder ça et on arrête le jeu. » Et on lui enlève cette responsabilité, comme s'il avait les bras coupés. Et quand on enlève de la responsabilité à l'homme qu'on doit respecter, ben, je suis désolée, je trouve que ça fait en cascade et maintenant, plus personne ne respecte l'arbitre. Et je parle notamment alors chez les amateurs, évidemment, l'arbitre, ça doit être la référence. On ne parle pas à l'arbitre, on ne vient pas le bousculer ou danser avec lui. On ne vient pas... stop, on ne parle pas. Il y a juste une chose que j'aimerais, et j'aimerais peut-être un jour en discuter avec des arbitres, j'aimerais qu'on essaie le micro sur l'arbitre. Alors, ça va créer des problèmes, mais si on y arrive au rugby, on doit pouvoir y arriver au foot. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé sur la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue il y a quelques années. Mais c'était ponctuel. C'était ponctuel et j'aimerais que ça y soit tout le temps. Parce que ça permettrait à tous les acteurs, au final, de se taire. Parce que si un joueur vient insulter l'arbitre, on l'entendra. Si l'arbitre parle mal à un joueur, on l'entendra. Et voilà, je vais faire une proposition. On enlève la VAR, juste la goal line technologie. Dedans, pas dedans, ça, voilà, c'est binaire. Mais là, on peut faire un peu sans la VAR. On essaye sans la VAR avec le micro sur les arbitres, on peut essayer ça. Après, il y a des situations où on aura envie de demander la VAR. Et ça créerait tellement de problèmes, c'est pas possible. Donc, j'ai l'impression qu'on a mis le doigt dans un engrenage qui est en train de nous broyer la main. C'est une jolie métaphore. On enverra à M. Garibian ta proposition. Il y a des micros sur les arbitres. Merci Anne-Laure d'avoir passé ce moment avec nous dans Pressentiment. C'était pour nous un vrai plaisir. J'espère qu'il a été partagé par toi. Et puis, on espère très vite te retrouver et par la voix et par le sourire sur des plateaux de télévision pour nous faire vibrer en français, en anglais, en allemand, en italien, en russe, j'ai oublié, en arabe, j'ai oublié en portugais. Le bonheur d'avoir Anne-Laure. Merci Anne-Laure. Merci beaucoup. C'était un moment extraordinaire. Merci pour les surprises. Merci pour la gentillesse et la bienveillance. Merci. À bientôt en vrai sur un terrain. T'embrasse. Salut. Immuablement, la question scapulaire de notre invité dans Pressentiment, Anne-Laure Bonnet, va avoir le plaisir, je l'espère en tous les cas, d'évoquer avec nous son souvenir ou l'image qui est associée au club. Anne-Laure, si je te dis Girondins de Bordeaux, que me réponds-tu? Deux choses. D'abord, Stade Chaban-Delmas. Je suis désolée, j'étais extrêmement attachée à ce stade, à son couloir interminable. Il était magique, ce couloir. Quand on y travaillait, partir des vestiaires jusqu'au terrain, toute cette période-là, alors je l'ai beaucoup fait en courant, hein, mais c'était un moment de silence absolu, comme si on allait rentrer dans une bulle et on rentrait sur la pelouse et il y avait un public extraordinaire. Voilà. Donc, pour moi, les Girondins de Bordeaux, c'est le Stade Chaban-Delmas. Et sur la pelouse, pour moi, c'est Paoletta. Alors, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Bordeaux, c'est Pedro Miguel Paoletta. Parce que sans doute, c'était une période où je regardais le foot peut-être différemment, où ça c'est resté marqué pour moi. Alors, j'ai bien suivi sa période parisienne, hein, mais pour moi, ce qui représentait l'Aigle des Açores, c'était, voilà, je l'associe Aigle des Açores scapulaire. Je ne sais pas s'il m'en voudra je pense pas. Je pense qu'on reste attaché à Bordeaux quand on y a joué, mais voilà, ce sont deux choses qui, bon, pour le stade, je peux à peu près l'expliquer. Pour Pedro Miguel Paoletta, je ne l'explique pas, mais c'est tellement drôle que quand on me parle des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, j'oublie systématiquement Paoletta. Parce que pour moi, Paoletta, c'est Bordeaux. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci infiniment. Merci.